grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 11 janvier 2015. Bienvenue à cette émission, une émission qui réfléchit sur le lien qu'a aujourd'hui le chômage des jeunes avec la crise que vit le Mali. Nous sommes avec trois invités. Draman Yacouba Diallo, coordinateur de recherche à l'Institut malien de recherche Action pour la paix. Souleymane Ouattara, spécialiste des questions de ressources naturelles et économiques. Amadou Berté de l'Agence pour l'emploi des jeunes. Nous espérons recevoir sous peu Salia Doumbia de l'Agence nationale pour l'emploi. Je suis Famoussa Sidibé, Petingiara est à la mise en onde. Selon une étude de 2011, plus de 9,3% de chômeurs de la couche de la population seraient des chômeurs. Et cette étude démontre également que 24% des jeunes diplômés seraient au chômage. La jeunesse représente plus de 60% de la population malienne. De ce fait, elle représente également le premier vivier pour les recruteurs à des fins de rébellion ou d'autres conflits armés dans le pays. Alors, ce thème donc tiré du dernier rapport de l'IMRAP, nous allons voir avec les spécialistes ce que dit ce rapport par rapport à ce lien qu'a aujourd'hui le chômage des jeunes avec la crise que vit le Mali. Draman Yacouba Diallo, vous êtes coordinateur de recherche à l'Institut malien de recherche Action pour la paix. Que dit le rapport sur ce lien avec le chômage, entre le chômage et la crise malienne? Alors, merci de nous avoir reçus, de nous permettre d'expliquer ce que le rapport dit par rapport au lien entre le chômage des jeunes et la crise. Alors, d'une façon générale, il est ressorti des consultations que nous avons menées sur l'ensemble du territoire malien que le chômage fragilise la jeunesse. Alors, pour qui connaît la population malienne, les jeunes constituent une couche majeure. Alors, le fait que les jeunes soient sans emploi les fragilise davantage. Ainsi, ils constituent une proie facile pour des personnes, des organisations mal intentionnées qui peuvent facilement les impliquer dans des actions illicites. Allant jusqu'à porter des coups durs pour la cohésion sociale et la paix. Donc ça, c'est un des éléments majeurs qui est sorti des consultations. D'accord. Alors, les jeunes ont été utilisés de bout en bout dans la crise malienne. Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de l'instrumentalisation des jeunes avec vous, Amadou Berté de l'Agence pour l'emploi des jeunes? Mesdames, Messieurs, merci bien. Merci de nous avoir invités sur ce plateau pour parler de cette question cruciale qui tient au cœur des préoccupations de tous les Maliens. Merci également à vos fidèles auditeurs. Pour revenir également à votre question posée, vous n'êtes pas sans savoir, comme il a dit tantôt, monsieur Diallo. C'est une frange de la population qui est à prendre en compte, d'autant plus qu'elle constitue la frange la plus dense en République du Mali. Donc l'instrumentalisation de cette jeunesse par, en tout cas, des gens mal intentionnés n'est plus à démontrer parce que compte tenu du fait que les jeunes chômeurs constituent des proies faciles pour ces gens-là et comme on le dit, le chômage entraîne la pauvreté et la pauvreté avilit l'âme et du coup on n'hésiterait pas à vendre son âme au diable au tout venant et surtout au moins 10 ans. Oui. Alors Souleymane Ouattara, vous êtes spécialiste des questions de ressources naturelles et économiques. On sait que cette question de l'emploi des jeunes dans le monde rural répond à certains critères. Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour favoriser l'emploi des jeunes en milieu rural? Merci. Je remercie tout le monde pour m'avoir invité à ce débat. Je pense que l'emploi des jeunes en milieu rural est un aspect très important du développement agricole aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le cadre de la loi d'orientation agricole, nous avons travaillé sur la création des métiers agricoles.
parce que ces métiers agricoles n'étaient pas valorisés. Mais avec les aléas climatiques, la sécheresse, la diminution de la crue, donc il y a des problèmes pour la mise en valeur de ces ressources naturelles. Donc qu'est-ce qui s'est passé également? On s'est acharné sur les ressources naturelles, la coupe des bois, et donc en fin de compte, il s'est installé une certaine pauvreté. Donc la terre n'était plus productive, donc les jeunes partent à l'exode. Je me souviens un petit exemple derrière la PECAM. J'ai vu un jour, au mois d'août, plus de 50 jeunes qui sont arrêtés. Ils attendent les véhicules qui viennent de Baguinda pour les décharger. Alors regarde ces bras potentiels qui sont là à Bamako. Ils ne fuient pas. Mais est-ce que les conditions sont réunies au niveau de ces villages pour qu'ils restent? Aujourd'hui, l'agriculture, il faut moderniser l'agriculture. Il faut rendre l'agriculture attractive. Parce que tant qu'il n'y a pas la modernisation et la motivation des jeunes par rapport à cette activité, ils ne peuvent pas produire uniquement pour la sécurité alimentaire, mais il faut que cette agriculture crée de l'emploi. Donc, compte tenu de ces problèmes, ils vont à l'exode. Je vous donne l'exemple du Nord. Avec la sécheresse, beaucoup de jeunes sont partis en Libye. Quand ils ont été renvoyés de là-bas, ils sont venus et ils ont pris automatiquement les armes. Et j'ai vécu ce cas en 1991 et ce qui a amené l'État à mettre en place le PAREM, le programme de réinsertion des ex-combattants, et le CAR Nord. Et ça, c'est la consolidation des acquis du CAR Nord. Mais dès que ces programmes ont pris fin, alors la situation a recommencé. Donc, ça a eu un effet éphémère alors? Bon, pas éphémère, mais bon, en fait, on aura le temps d'en discuter plus largement. Alors, je me tourne vers vous, Dramane Diallo. Vous êtes coordinateur de la recherche à l'Institut malien de recherche Action pour la paix. Aujourd'hui, vous avez élaboré un rapport qui a été largement présenté à la société civile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la facilitation qu'il y a eu lors de l'enrôlement des jeunes dans les différentes régions du Nord? Alors, j'aimerais juste préciser que nous avons fait une étude avec une vision plus globale. Ce n'était pas seulement pour le Nord, puisque nous avons sillonné toutes les régions du Mali. Alors, au cours de ces rencontres, nous avons entendu des jeunes parler de cette question d'emploi, que ce soit au sud ou au nord. La question a été évoquée avec la même ampleur. Donc c'est un rapport uniquement basé ou bien spécifiquement basé sur des témoignages? C'est uniquement basé sur des témoignages qui ont été également authentifiés à travers une vidéo que nous allons lancer le mois prochain, Inch'Allah. Donc nous avions pris la question de la paix et on est parti avec deux questions. Une question qui était subdivisée. Il s'agissait de savoir, selon les populations, quels étaient les obstacles à la paix et quelles étaient les opportunités pour la paix. Donc, du point de vue de plusieurs participants qui étaient des jeunes également, qui comprenaient des jeunes, donc la question de l'emploi est ressortie comme un élément majeur, qui est un obstacle majeur à la paix, pour plusieurs raisons. L'une des raisons est que certains jeunes, par rapport à l'emploi, se sentent discriminés, que l'emploi soit disponible ou pas, et ils ne se sentent pas impliqués et ils ne comprennent pas comment la distribution des emplois disponibles se fait. Donc, et cela constitue pour eux des obstacles à la paix. Donc il y a des perceptions qui font état qu'il y a une discrimination à l'emploi. Donc ça, c'était pas spécifiquement sur l'enrôlement des jeunes au Nord, mais la question de l'emploi est revenue par rapport au Nord quand il parle de cette fragilisation de la jeunesse qui est désœuvrée. Donc c'est là où beaucoup de participants ont évoqué le fait qu'un jeune qui n'a pas d'emploi est facilement mobilisable. Et des exemples ont été effectivement évoqués au Nord où des jeunes ont suivi, malgré leur volonté des groupes,
des groupes armés, donc juste pour avoir de quoi nourrir leur famille ou apporter quelque chose à la société. D'accord. Donc, alors, je rappelle juste ce chiffre, plus de 38 milliards entre 2015, c'est le montant d'un programme élaboré entre 2011 et 2015 pour faciliter l'emploi des jeunes au Mali. Mais est-ce que ce programme a servi aujourd'hui à quelque chose? Je m'adresse à Amadou Berté de l'Agence pour l'emploi des jeunes. Cette question de l'emploi des jeunes est un monde très vaste. Aujourd'hui, est-ce que les réponses que l'État malien apporte aux jeunes dans le monde rural peuvent être les mêmes réponses apportées aux jeunes qui sont en milieu urbain? Merci. Bon, comme vous savez, le phénomène du chômage, c'est un phénomène socio-économique très très complexe qui touche tous les pays. Et rares sont les pays qui peuvent se targuer aujourd'hui d'avoir réussi des différents objectifs fixés par rapport à ce phénomène, c'est-à-dire le fait de l'annihiler à 100%. Ceci étant dit, effectivement, comme vous voulez le dire, beaucoup d'efforts ont été déployés et on continue à le faire. On ne cessera jamais parce que c'est une vocation première. Et pour ce faire, fort de ce constat amer, de ce désœuvrement constaté au niveau de la frange la plus importante dans la population en République du Mali, qu'est la frange juvénile. Donc, beaucoup d'actes avaient été posés dans ce sens afin, tant soit peu, de réduire ce phénomène, le cerner et au besoin l'annihiler. C'est très très difficile, mais ce sont des objectifs que les autorités se sont toujours fixés. Et les différents gouvernements qui se sont succédés ont eu à prendre à bras le corps, soit en faisant preuve d'initiatives novatrices dans ce domaine, c'est-à-dire la création d'emplois ou la création de structures permettant de réduire de façon substantielle ce phénomène. Et il faut rendre vraiment hommage souvent. Et un de nos anciens chefs d'État a eu à le dire, que c'était non pas une question de travail ou d'emploi en République du Mali, mais que c'était plutôt une question de survie, une question de sécurité nationale. Donc vous voyez, et on a vu avec les différentes initiatives prises, comme je l'avais tantôt dit, pour la création de structures permettant vraiment de promouvoir cet emploi jeune, que dans cette logique, ma structure a vu le jour, c'est-à-dire l'Agence pour la promotion de l'emploi. Donc sa mission première, sa vocation première, c'est de concourir à la création d'emplois. Qui dit promotion dit mise en avant. En tant que tel, nous ne créons pas, mais nous voulons être vraiment de vrais activistes en matière de création d'emplois. Nous soutenons les jeunes, nous les galvanisons, nous les formons aux besoins pour qu'ils puissent avoir un accès facile à l'emploi et ensuite un accès facile au crédit et un accès facile vraiment au marché de l'emploi. Alors, je rappelle que nous sommes tout près de la pause, mais juste avant cette question, je reviens avec l'adéquation qu'on peut avoir aujourd'hui avec les programmes élaborés en milieu urbain et les programmes élaborés également en milieu rural. C'est pratiquement la même chose que ce qu'on voit en ville, on voit la même chose dans les régions, mais ça n'apporte pas souvent en région les mêmes résultats. Oui, comme quelqu'un a l'habitude de le dire, souvent il est très très difficile de percevoir quand une poule sue sous la pluie. Une tradition littérale d'un adage en Bamana. Vous savez que toutes les familles, sans exception aucune, vraiment connaissent aujourd'hui son petit chômeur à la maison. Donc vous avez imaginé tant soit peu tout ce produit fini que les instituts de formation et les écoles de formation déversent annuellement sur le marché du travail et voir la faible capacité d'absorption de ces jeunes par rapport même à la création d'emplois ou par rapport même à leur installation au niveau des postes que les entreprises peuvent créer. Vous voyez que ce taux est très très faible, le ratio est très très faible et du coup on ne peut qu'assister de façon grandissante à ce phénomène qui ne prend toujours de l'ampleur qui est à déplorer. D'accord. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse.
Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Notre page Facebook, notre compte Twitter sont à votre disposition pour continuer le débat sur donc les thèmes abordés lors de nos émissions. Et vous pouvez également faire un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Aujourd'hui, nous parlons du lien qui peut exister aujourd'hui entre le chômage des jeunes et les conflits armés dans notre pays. Alors, nous sommes à la deuxième partie consacrée à la vision des autorités. Est-ce que cette vision est aujourd'hui à la hauteur des attentes des risques liés au chômage des jeunes dans le pays? Et nous avons comme invité Dramane Diallo, coordinateur de la recherche à l'Institut malien de recherche en action pour la paix, Souleymane Ouattara, spécialiste des questions de ressources naturelles et économiques, et enfin Amadou Berté de l'Agence pour l'emploi des jeunes. Alors, cette deuxième partie consacrée à la vision des autorités, est-ce qu'elle est conforme aujourd'hui aux risques liés au chômage des jeunes dans le pays de façon globale? Quels sont les défis de l'État dans le cadre de l'emploi des jeunes? Toujours avec vous, M. Berté, de l'Agence pour l'emploi des jeunes. Merci bien. Ce défi, il avait été relevé, il avait été constaté. Donc, comme je l'ai dit, tous les gouvernements successifs s'étaient essayés afin de le relever. Et comme je l'ai tantôt dit, c'est un phénomène très très complexe qui a également des effets indus sous-jacents. Peut-être qu'aux premières constatations, ces effets-là ne sont pas perceptibles. Comme vous l'avez dit, souvent le chômage sert de terreau à pas mal de phénomènes criminels, de grand banditisme et autres. Donc ce défi avait été constaté et il fallait le relever. Effectivement, ils se sont essayés, les différents gouvernements, ils se sont essayés comme ils le pouvaient. Mais au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, peut-être qu'on va entrer en profondeur, parce qu'il y a des programmes qui sont initiés, à côté même de ce que doit faire l'Agence pour la promotion de l'emploi, la pêche, à côté de ce qu'on appelle le programme national d'action en vue de la réduction de la pauvreté, le PNARP, doit faire, à côté de ce que l'ANP doit faire, et autres accompagnateurs de ce phénomène. Donc, vous savez, il y aura d'autres nouveaux projets, tels que le PROCEJ, qui va essayer d'être un programme de développement des compétences pour l'emploi. Et à côté du PROCEJ également, il y a également un fonds qui va s'occuper du volet qui concerne le domaine approprié de M. Ouattara, à savoir le domaine agricole, parce que ces gens-là vont essayer d'intervenir en finançant pas mal de projets au bénéfice de nos jeunes frères ruraux. D'accord. Alors, Dramane Diallo, vous êtes coordinateur de recherche à l'Institut malien de recherche Action pour la paix. Aujourd'hui, nous parlons de cette question. La vision des autorités est-elle à la hauteur aujourd'hui des risques liés au chômage des jeunes dans le pays? Cette question s'adresse à vous. Est-ce que, selon votre rapport, la vision des autorités est à la hauteur des défis? Alors, du point de vue des populations que nous avons rencontrées lors de cette étude, il ressort que les populations constatent qu'il y a une tendance à des efforts, le gouvernement fait des efforts. Mais il reste quand même encore au sein de ces communautés que nous avons rencontrées un malaise. Et ce malaise, il est porte beaucoup plus sur les modalités de distribution de ces opportunités qui s'offrent. Donc, si bien que beaucoup ont la perception que les règles du jeu ne sont pas claires. C'est très bien, il y a des annonces qui se font, le nombre d'emplois qui doit être créé et tout. Mais beaucoup pensent que la règle n'est pas claire et qu'ils devraient mériter des opportunités, mais que ces opportunités leur sont refusées au détriment d'autres personnes pour des raisons qui sont nombreuses. Il y a ceux qui ont des bras longs, ceux qui n'ont pas de bras longs, ceux qui ont des relations, ceux qui n'ont pas de relations et autres, ceux qui sont nantis, ceux qui ne sont pas nantis. Donc ça, c'est des aspects qui ont été évoqués, si bien que nous avons constaté qu'il y a ce sentiment que des efforts sont annoncés, sont déployés, mais il y a quand même toujours des personnes qui se posent la question de savoir comment ceux qui profitent de ces opportunités arrivent à en profiter.
Donc ça, c'est vraiment des questions qui restent posées au niveau des jeunes, pas seulement des jeunes, même des aînés. Donc vraiment, il y a des questions par rapport à ça. Alors, Diallo tente de se réfugier derrière les propos des populations. Aujourd'hui, vous êtes le plus proche des populations. Souleymane Ouattara, spécialiste des questions de ressources naturelles et économiques. Aujourd'hui, est-ce que la gouvernance dont on parle aujourd'hui est conforme aux attentes du peuple? Oui, merci. Je pense que sur le plan macroéconomique, c'est bien. Une vision de 200 000 emplois sur 5 ans est vraiment ambitieuse. Mais également, je pense qu'il faut aller avec la réalité du terrain. Nous avons beaucoup de projets, mais est-ce que la mise en œuvre de ces projets se fait correctement? La question qu'il a posée. Et avec la situation sécuritaire aujourd'hui, l'insécurité, est-ce que l'insécurité permet de mettre en œuvre tous ces projets-là? Parce que qu'est-ce qui se passe? Des taux de décaissement qui sont très faibles, très souvent. Les projets sont là, les taux de décaissement sont faibles, les conditions sont difficiles. Mais il y a ça, les problèmes de corruption. Voilà, mais il y a des zones également où il est difficile aujourd'hui de développer un programme durable d'emploi. Parce que quand on dit emploi, c'est l'emploi durable. Et en plus de cela, quand on crée l'emploi, est-ce que le marché existe? C'est ça. Nous sommes concurrencés sur notre marché, des jeunes qui s'installent, mais avec les importations frauduleuses des produits, ils ont leurs produits sous les bras. Donc, moi, je pense que il faut adapter au fur et à mesure cette ambition-là. On tend vers la solution, le défi est là, mais ce n'est pas tout à fait géré, à mon avis. Et moi, je pense que dans le secteur du développement rural, des efforts sont en train d'être faits. D'abord, le métier agricole, parce qu'en fait, on disait pauvres paysans, pauvres cultivateurs. Aujourd'hui, il y a des textes qui créent des métiers. Donc ces métiers-là sont reconnus. Et il y a des actions qui sont en cours. Nous avons des programmes financés par exemple par la Banque mondiale, le PAPAM. Et il y a des sous-produits, des sous-projets et qui sont gérés par les producteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les chambres d'agriculture. Donc ça veut dire que l'emploi rural est en train d'être mise en valeur. D'accord. Alors, on reste toujours avec vous, Souleymane Ouattara. Vous êtes spécialiste des questions de ressources naturelles et économiques. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un autre sabot de fer qui empêche les programmes, la mise en place des programmes, ce conflit de génération? Aujourd'hui, les cadres, on le dit très souvent, les cadres de l'administration, certains cadres de l'administration ont du mal à se défaire de leur emploi, même à la retraite, certains tentent de revenir. Est-ce que cela ne bouge pas, ne prend pas la place des jeunes? Moi, ça, je m'inscris en fou contre ça. Je suis un retraité. Cela existe. Mais je viens de participer à l'élaboration du programme national d'investissement. Les cadres organiques, les cadres organiques sont remplis à 25%. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, au Mali, les besoins même ne sont pas satisfaits, même en maintenant les plus anciens. Donc le problème qui se pose, c'est le problème de recrutement des jeunes plutôt que le problème de remplacement de ceux qui existent. Parce que quand vous regardez, nous avons fait la restructuration du secteur agricole. Quand on avait besoin de 7500 agents, il n'y avait que 2500 agents. Donc ça, c'est... Donc il n'y avait pas d'offre? Non. La demande est très forte. Aujourd'hui, vous avez donné les taux, mais quel est le taux de recrutement aujourd'hui? C'est très faible. Je prends un exemple. Dans une cellule de planification... Est-ce que cela est en fonction des filières? C'est en fonction des filières, mais même ce qui est grave encore, il y a des filières qui n'ont pas de chance d'être recrutées. Par exemple, la sociologie. Et pourquoi on continue à former? La question s'adresse peut-être à l'APEJ. Non, ce n'est pas l'APEJ qui forme, c'est l'État malien qui forme. Mais l'APEJ doit soutenir l'État en tant que technicien. Voilà. Absolument. Ce problème, ce danger a été perçu. Amadou Berté. Oui, merci bien. Ce problème a été relevé. Et déjà, je pense qu'il
il y a des esquisses de solutions pour le résoudre. Parce que vous avez parlé de... Je vous dis toujours que c'est un phénomène complexe. Ils ont parlé tantôt de vieux, mais si vous prenez le ratio, par exemple, des vieux qui voudraient bien rester ici, qui voudraient bien partir, comme il l'a dit, on peut s'inscrire en faux. Au-delà de ça, ce qui a lieu de déplorer, c'est que, il faut le reconnaître, il y a eu une inadéquation entre les différentes formations dispensées aux jeunes et les emplois existants. Vous voyez, vous avez pris le cas des sociologues. On en a tellement formé que... Finalement, le marché est débordé. Oui. Et ensuite, ils vont se retrouver comme si on savait déjà qu'on allait fabriquer des chômeurs potentiels. Et il n'y a pas de recyclage. Il n'y a pas de recyclage. Et face à ce constat également, le gouvernement du Mali a eu une trouvaille qui est peut-être pour le moment un peu spectaculaire, mais qui vaut son pesant d'or. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé à côté, qui serait judicieux, en vue d'annihiler ce phénomène, d'aller vers un programme qui ferait en sorte que désormais il y ait adéquation entre les formations reçues et l'emploi. Et c'est dans ce cadre-ci qu'un programme de développement, un programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi a été créé. On l'appelle en sigle, en anagramme, PRODEFPE. Donc ce programme-là va essayer de faire en sorte qu'il y ait désormais articulation entre la formation et les emplois. Donc cela veut dire qu'une fois les jeunes formés, directement, ils vont être employés. Mais au préalable, il faut faire des investigations. Il faut trouver les métiers en tension, les métiers en développement, et il faut s'adapter. Il faut s'adapter, se réajuster pour que désormais il y ait cette adéquation entre les formations reçues et les... Je vais peut-être aller un peu rapidement dans une sorte de mise en scène. Vous voyez que le Mali est parmi aujourd'hui les pays miniers les plus cotés en matière d'extraction d'or. Mais il n'y a pas d'ingénieur géologue. Merci. Voilà, vous avez compris. Et quand vous y allez, on va demander des chaudronniers, des soudeurs industriels, et on en manque. Même des conducteurs d'engins, de gros engins, on n'en a pas. Désormais, c'est à la merci. Ces emplois-là sont à la merci des expatriés. Alors, juste une pause pour vous. Nous allons juste permettre à l'IMRAP de nous donner son avis par rapport à tout ça. Vous êtes neutre, vous l'avez rappelé, vous vous basez sur des témoignages des populations. Est-ce que ces populations-là vous ont remonté le fait que l'État ne fait pas assez pour promouvoir l'emploi des jeunes? Alors, il y a plusieurs aspects. Et moi, je dirais que certaines populations pensent que l'État ne fait pas assez, effectivement. Ça vient d'être évoqué par M. Berthet, par rapport à l'adéquation entre la formation et les opportunités qui existent sur le marché de l'emploi. Effectivement, ça c'est un effort qui vient d'être évoqué. Et il y a également cette perception, c'est ce que les populations ont beaucoup plus exprimé, cette perception que la règle du jeu n'est pas claire. Même s'il y a très peu d'emplois et qu'on est clair que c'est les plus méritants qui occupent ces postes disponibles, il y aurait moins de tension par rapport à moins de frustration. Moins de frustration. Donc, un autre aspect évoqué par les jeunes, c'est cette question de reconversion. Il y a beaucoup qui estiment qu'ils ont la volonté de se reconvertir, mais cela demande également des moyens. On ne peut pas du jour au lendemain se lever pour se reconvertir. Donc, pour certains, les possibilités existent, parce qu'on en parle tous les jours à la télé, à la radio, mais beaucoup pensent qu'ils n'ont pas accès à ces opportunités. Donc, leur frustration est beaucoup plus par rapport à ces aspects-là. Sinon, il y a certaines populations qui reconnaissent les efforts que l'État est en train de mettre en œuvre pour amoindrir ce phénomène, mais ils estiment encore qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce sens. Après tout ça, y a-t-il un avenir pour les jeunes au Mali? Après la crise, après ce lien avec la crise au Mali, le chômage des jeunes, la crise au Mali, y a-t-il un avenir après tout ceci? Nous allons le voir avec nos invités juste après quelques secondes de pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Retenez ces chiffres, c'est 20. 20, c'est le nombre de radios partenaires de Studio Tamani repartis dans les 4 coins du pays, sinon dans les 8 régions du Mali. Alors nous sommes à la 3e et dernière partie de cette émission, une émission consacrée au chômage, au lien entre le chômage des jeunes et la crise que vit le Mali. Alors pour cela, nous avons 3 invités. Draman Diallo, coordinateur de la recherche à l'Institut malien de recherche Action pour la paix, et Souleymane Ouattara, spécialiste des questions de ressources naturelles et économiques, et enfin Amadou Berté de l'Agence pour l'emploi des jeunes. Cette 3e partie donc est consacrée à l'avenir qu'il peut y avoir aujourd'hui pour les jeunes du Mali tout entier, pour la suite de son développement. Alors, que reste-t-il comme approche afin de sauver ce qui peut encore l'être, Amadou Berté de l'APEJ? Oui, je m'empresserai de vous dire que je suis un optimiste né. En ce sens que je crois en l'avenir de ce pays à travers la population jeune. Ça, il faut le dire. Mais également, je pense qu'il faut que les jeunes se ressaisissent. On a toujours eu à le dire, c'est déplorable. Il ne faut pas se complaire dans le statu quo que nous connaissons aujourd'hui. Ils doivent être des vrais acteurs pour pouvoir s'approprier de demain. Mais demain, c'est aujourd'hui. C'est dès à présent qu'ils doivent s'évertuer vraiment à le faire. Mais qu'est-ce qu'on constate généralement? Peut-être que, je ne sais pas si on a le temps, je me permettrai également d'aborder un peu le sujet que M. Diallo a effleuré. C'est vrai, il y a de frustration, bon, moi je dirais plutôt de prétendue frustration. Liée à la corruption. À la corruption, je n'en suis pas très sûr, mais vous savez, ici, les gens tombent facilement dans les suspicions, dans les présomptions. Et moi, je suis dans une agence. Il m'est arrivé une fois de poser la question, l'heure de Foura, des rencontres avec les jeunes qui sont les premiers concernés. Je leur demandais chaque fois qui est-ce qui ont eu une fois la chance d'entrer, de franchir le seuil de la pêche. Ils n'étaient pas nombreux. Et pourtant, cette structure a été créée pour eux. Donc, déjà, ils ne connaissaient pas la structure. Mais si vous ne connaissez pas cette structure qui a été créée pour vous, qui n'a que vocation de promouvoir l'emploi des jeunes, nous les accompagnons souvent, même sans apport personnel du jeune. Nous garantissons les prêts. Vous voyez, nous renforçons les instruments de financement de ces projets. Mais malheureusement, ils n'y vont pas. Et chaque fois que, Alors, vous dites que les jeunes se font des idées par rapport à vos actions à l'APEJ. Est-ce que vous communiquez assez autour de vos actions? Absolument, nous communiquons et vous pourrez peut-être le constater à loisir. Chaque fois qu'il y a des questions qui concernant cet aspect de notre société, nous sommes les premiers à ouvrir les stands, nous sommes les premiers à parler, nous sommes les premiers à dialoguer, nous organisons des rencontres. Alors, quelles sont les conditions? Pratiquement pas de conditions. Il suffit seulement, notre public cible, ce sont les jeunes de 15 à 40 ans. Vous vous imaginez? À 40 ailleurs, c'est à 40 ans. C'est pour laisser vraiment la porte grandement ouverte à toutes ces velléités qui voudraient se voir réaliser. Nous les accompagnons dans l'autopromotion, comme il a dit, dans la reconversion, parce que face vraiment aux métiers en tension, ils peuvent, par exemple, un ingénieur en électromécanique peut se transformer peut-être en électronicien, et avec l'accompagnement de la structure, nous sommes prêts à les aider. Nous sommes prêts également à garantir les fonds, les prêts. Nous sommes prêts également à financer. Nous avons financé des boulangeries, nous avons financé des reconversions. Mais le problème, c'est quoi? Il faut se dire la vérité. Ceux qui y vont même ne sont pas reconnaissants par rapport à cette structure. Parce que le taux de remboursement est très très faible. On n'atteint même pas souvent les 5%, on ne peut pas le dire. Alors que ce sont des fonds revolving. Si on vous finance, vous travaillez bien, vous remboursez. Mais ce que vous remboursez, les miettes que nous avons de part d'autres, ça et là, on pourrait vraiment faire des dépôts et financer d'autres jeunes. Mais quand c'est comme un système, mais quand un maillon est coincé, c'est tout le système qui
qui se trouvent grippés. Alors, Souleymane Ouattara, vous êtes spécialiste des questions de ressources naturelles et économiques. Je parlais tantôt d'une question de conflit de génération par rapport à l'employabilité des jeunes. Vous êtes inscrit en faux avec ce raisonnement. Aujourd'hui, est-ce que les doyens, les anciens cadres ont aujourd'hui une responsabilité quelconque dans cette crise d'emploi des jeunes? Oui, d'abord, nous sommes les premiers employeurs de ces jeunes-là. On les nourrit, on prend en charge leurs besoins. C'est un salaire qui ne se dit pas. Quand vous avez un jeune et il a des besoins d'adulte... Mais cette tâche incombe au chef de famille? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas obligatoire. Moi, avec ma bourse, je cotisais dans ma famille. Aujourd'hui, les enfants sont là. Vous avez parlé d'inadéquation, formation, emploi. Ça, c'est vrai. Et il y a également ces aspects de motivation. Est-ce que tout ce qu'on est en train de proposer aux jeunes, on ne leur impose pas ça? Le papa vient, il propose, et comme c'est lui qui a la charge. Est-ce qu'il est motivé pour faire ce travail? Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'il est compétent, le niveau de formation? Aujourd'hui, dans les écoles privées, c'est les Béninois, c'est les Togolais qui ont de la place. Parce que nos jeunes ont besoin de compétences. Il y a la motivation. Est-ce que ces jeunes, dans leur activité, en termes de salaire, sont motivés? Est-ce que les salaires sont conséquents? C'est des questions que je me pose. Et en termes économiques, on crée les boulangeries. Est-ce que le marché y est? Alors, juste une parenthèse. Est-ce que vous, à votre époque, il y avait ce raisonnement lié à l'argent? Est-ce que vous aviez besoin de sommes astronomiques pour être motivé? Moi, je suis sorti, on était 60, on a été recrutés d'un coup. Et aujourd'hui, nous constituons un maillon très, très important parce qu'on a été encadrés, on était motivés et on avait choisi depuis l'école notre branche. Et on a accepté d'aller sur le terrain. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que les jeunes sont dans le service. Tout le monde va à l'ENA, mais tout le monde ne peut pas être administrateur, tout le monde ne peut pas être comptable, gestionnaire. Vous les prenez à plein midi, vous allez leur donner 5 hectares à l'Office du Niger, mais ils louent les champs. J'ai des cas. Ils louent les champs. Et souvent, ils n'ont pas les moyens, les mesures d'accompagnement nécessaires pour cette reconversion-là. Faire 20 ans pour être administrateur ou économiste et se retrouver avec 5 hectares, il faut se dire la vérité. Il faut avoir de la patience. Non, mais quelqu'un qui n'a jamais vu un champ, c'est difficile. Donc, il y a beaucoup d'aspects à voir. Quel type d'emploi il faut créer? Est-ce que ces emplois-là sont motivants? Est-ce que ceux qui viennent, ils ont la capacité, les compétences pour faire ce travail? Ça, est-ce qu'il y a le marché pour écouler les produits? Il y a peut-être 1 an, ils ont produit la volaille, mais il y avait tellement de volailles sur le marché. Qu'il était difficile de les écouler. Oui, le prix a chuté. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de parler de ce deuxième thème lié au rapport de l'Institut de recherche, de l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP. Ce deuxième thème qui réfléchit sur le lien qui peut exister aujourd'hui entre le chômage des jeunes et le conflit que vit le Mali. Alors, je rappelle juste ce chiffre, 22, c'est finalement le nombre de radios partenaires de Studio Tamani repartis dans les 8 régions du pays. Alors, cette troisième partie est consacrée à l'avenir que peut avoir la jeunesse aujourd'hui malgré ses mésaventures. Alors, l'IMRAP a certainement eu aussi des propositions de sortie de crise de la part de cette population dont vous faites aujourd'hui le relais. Draman Yacouba Diallo, vous êtes coordinateur de la recherche à l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP. Quelles sont ces solutions qu'on vous a proposées? Alors, à cette étape de la recherche, on n'a pas abordé les solutions. D'accord. Nous avons plutôt essayé de comprendre quels étaient les obstacles à la paix. Alors, M. Berthet disait que lui, il était optimiste. Mais moi, j'avoue que nous avons rencontré des jeunes qui sont très pessimistes. Ils sont très pessimistes dans la mesure où ils ne voient pas
des solutions de sortie. Ils ont des Donc, solutions. ça, c'est des jeunes de tous bords. C'est des jeunes de tous bords, de toutes les régions du Mali que nous avons rencontrés, de tous les âges et de tous les domaines. Donc, c'est très bien. Il y a des initiatives, mais même autour de ces initiatives et autour de ces opportunités, le sentiment est fort que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces opportunités. Je reviens là-dessus plusieurs fois parce que quand on parle d'APEJ, on parle de l'ANPE. Pour nombre de ces jeunes, pour accéder aux faveurs de l'APEJ ou de l'ANPE, pour avoir des garanties auprès des banques pour mener des activités, il faut être parrainé. Et ça, c'est un sentiment qui est installé, qui est fortement installé et qui fait que nous avons de plus en plus de jeunes pessimistes, à telle enseigne qu'ils n'ont même plus la volonté d'essayer parce qu'ils se croient perdants d'office. Alors, ce parrainage, vous oscillez la tête, Amadou Berté, Oui. de l'APEJ. Juste 2 mots sur ce parrainage. Faut-il être parrainé aujourd'hui à l'APEJ pour pouvoir bénéficier de quoi que ce soit? Vraiment, je le disais tantôt, ce qui a cours ici dans ce pays, c'est la suspicion. Donc, je vous réponds la main sur le cœur. Quand on commençait cette aventure avec les jeunes, il n'y en avait même pas. On était même obligé de les... Parce que actuellement, comment ça se passe? Très bien. Une bonne question. Vous avez un projet bien ficelé. Vous dirigez à l'APEJ, vous déposez votre projet à l'interne. Il y a tout un staff pour l'étudier. Et au besoin, on peut vous renvoyer pour que le projet soit corrigé. Vous revenez aussi, le projet, une fois corrigé, va passer... Si c'est cohérent, ça passe. Oui, va passer devant un comité technique, le CITOC, qu'on appelle comité technique d'orientation. Il ne s'agit pas de dire que je vais faire des alevins, je vais faire ceci, je vais faire de la pisciculture et venir avec un projet mal ficelé. Comme il a dit M. Ouattara, encore faudrait-il qu'on sache où il va écouler son poisson. D'accord. Alors, ceci est compris. La suite avec Imrap. Alors, la suite, c'est que nous allons approfondir les éléments, les obstacles qui sont ressortis de cette première partie du rapport. Et là, on va s'attaquer aux solutions qui vont être proposées par les différents participants. Et on ira dans toutes les zones du Mali, on retournera cette fois-ci pour parler des solutions et on va encore faire un autre rapport pour dire, voilà, les solutions qui sont proposées aux problèmes par les populations, à leurs problèmes par les populations. Et à l'occurrence, on s'adressera sur la question des jeunes, de l'emploi des jeunes, aux structures qui sont en charge de... Nous serons là pour faciliter ce dialogue entre vous et les experts du domaine de l'emploi des jeunes. Ce dernier mot, voilà, le dernier mot de cette émission appartient au doyen d'âge de cette émission, qui est autour de cette table, pardon. Souleymane Ouattara, vous êtes spécialiste des questions de ressources naturelles et économiques. Dites-nous aujourd'hui si vous avez un message aux jeunes pour qu'il y ait... Tout tourne aujourd'hui, ce terme tourne aujourd'hui autour de ce lien qu'il y a aujourd'hui entre le chômage des jeunes et la crise malienne. Quel est votre message pour inviter les jeunes à plus de labeur? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes. Les jeunes doivent accepter de se former. Ça, c'est le premier point, accepter de se former. Et mettre en valeur nos us et coutumes, parce que c'est extrêmement important. Nous sommes dans un pays, un vieux pays, où l'éducation compte beaucoup. Et également qu'ils acceptent de travailler. Travailler parce que c'est le laboureur et ses enfants. Quand tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien. Et moi, je pense aujourd'hui également que les jeunes ne se réfugient pas derrière la religion pour se laisser entraîner. D'accord. Il faut appliquer cette religion dans les règles de l'art et chercher à travailler, apprendre et accepter de travailler pour son pays.
Voilà. Nous nous quittons sur ces mots d'espoir de Souleymane Ouattara, spécialiste des questions de ressources naturelles et économiques. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Peting Diarra était à la mise en onde. Salim Djouara est à la régie vidéo. Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Je rappelle que nous discutions sur ce lien qu'il y a aujourd'hui entre le chômage des jeunes et la crise que vit le Mali. Nous vous disons à demain et à très bientôt pour d'autres émissions sur le rapport de l'IMRAP. Le Grand Dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.